Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast. Vous le savez, j'ai lancé un nouveau podcast. Il vient d'ailleurs d'être validé par Apple Podcast. Donc vous pouvez vous abonner ici, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes. Il est sur les trucs que je ne connais pas, que j'utilise pas, du type SoundCloud, les trucs Deezer, je ne sais pas quoi, enfin tous les trucs où il y a des podcasts, vous allez le trouver dessus. N'hésitez pas à envoyer un maximum d'étoiles. Vous mettez des commentaires 5 étoiles pour m'aider à porter la bonne parole. Et c'est pas mal pour vous parce que si vous poussez ce podcast, je pourrais le faire perdurer et donc vous pourrez avoir une belle collection de podcasts à vous mettre dans les oreilles. D'ailleurs, le podcast a été classé dans la catégorie art. Je pense que c'est lié à la discussion qu'on a eue avec Félix. C'était pas prévu, mais dans le dernier épisode, on a beaucoup parlé de l'expérience de Félix comme organiste, et donc je suis un artiste. Je suis un artiste, comme ça, on le sait. Alors, dans cet épisode, je suis tout seul, après vous aurez des invités de qualité, ne vous en faites pas, mais je voudrais vraiment faire une émission qui n'est pas le style d'interview habituel. J'ai vraiment envie qu'il y ait des moments où je me pose avec vous, je discute, je développe une pensée sur certains sujets que je trouve importants. Vous savez qu'on tourne toujours autour de 3 questions. Comment on gagne de l'argent ? Comment on commence à investir et comment on évolue dans notre stratégie d'investissement pour devenir un meilleur investisseur. Et là, on va se plonger sur la première question. Comment j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais ce que je voudrais aborder, c'est plutôt la question de mon rapport au monde du travail. Et encore plus précisément, je voudrais parler avec vous d'une difficulté que j'ai eue au début, une sorte de complexe que j'avais sur la valeur que je pouvais apporter et sur ma valeur en tant que travailleur, mais également peut-être en tant que personne. Et donc si je développe ça avec vous aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'expérience que je vais partager avec vous, ça pourra faire écho à certaines choses que vous pouvez vivre de votre côté. Alors, je vais commencer par décrire ce complexe et ensuite je vais déplier différents moments au fur et à mesure de mon parcours où j'y ai été confronté et comment j'ai finalement réussi à m'en débarrasser. Ce complexe, je lui ai pas trouvé de nom et je pense que si je crée un nom, ça va être polémique, donc on va essayer d'éviter ça. Je le décrirai comme le fait que j'ai longtemps considéré que le fait d'obtenir un travail, c'était un privilège qu'on me faisait. Voilà, c'était comme ça que je me représentais les choses. Si on me donne un travail, c'était un privilège qu'on m'accordait. Pourquoi ? Et c'est là qu'on en arrive à des questions de valeur, c'est que j'ai longtemps eu un complexe de pas avoir fait les bonnes études, de pas avoir les bonnes compétences. Ça vient du fait que je suis un banlieusard, moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, j'ai fait mes classes à Mantes-la-Jolie et j'ai eu déjà une première claque quand j'ai essayé de faire des études supérieures. Enfin, j'ai pas essayé de faire des études supérieures, j'ai fait des études supérieures et j'ai même été major de mon master parce qu'au bout d'un moment je me suis vraiment mis à bosser, mais j'ai toujours traîné ce sentiment que j'étais un peu en seconde division. En seconde division parce que je venais de banlieue et en seconde division parce que le parcours que j'avais c'était les sciences humaines. Et quand on a été élevé depuis le début dans un milieu, quand je dis élevé je parle pas de mes parents, hein, je parle vraiment du milieu scolaire par des gens qui sont des fonctionnaires de facto, on a toujours cette idée que finalement il n'y a pas tellement à avoir d'ambition pour nous-mêmes. Le marché du travail c'est un gâteau, si t'as de la chance on te donne une part, si t'as pas de chance on te donne pas de part et c'est comme ça en fait. Et si t'es pas content avec ça, il faut manifester, il faut changer le système. Enfin voilà, c'est un petit peu dans cette mentalité que j'ai évolué. J'ai traîné ça longtemps. Et maintenant, je vais vous expliquer différents moments où j'ai été confronté à ça. Là, je parle vraiment du monde du travail parce que j'ai commencé à gagner de l'argent assez tôt. Peu après mes 18 ans, enfin j'avais déjà fait des petits boulots avant mes 18 ans, mais les premiers contrats et petits salaires que j'ai eus, c'était très tôt. J'ai fait de l'aide aux devoirs, quelque chose qui était même un petit peu plus sophistiqué que de l'aide aux devoirs, avec un véritable contrat de travail, et j'ai fait aussi des boulots un petit peu ingrats de vendeur, magasinier, ce genre de choses. D'ailleurs, une de mes premières fiches de paye, tout ce qui était aide aux devoirs, c'était assez bien payé, hein. Je crois que c'était, que je dise pas de bêtises, mais j'étais peut-être à quelque chose comme 12 € de l'heure ou quelque chose comme ça.
remettez-vous dans le contexte de l'époque, hein, mais le boulot de vendeur magasinier, j'étais payé 6,50 € de l'heure. 6,50 € de l'heure, et pour des horaires qui étaient assez craignos, parce que j'avais des horaires du type, je crois, 5 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin, des petites choses comme ça, mais j'avais faim en fait. Là, je vous parle de l'époque où j'étais en master. J'avais faim parce que je voyais que les gens qui étaient dans le master étaient beaucoup plus riches que moi, et eux, ils avaient plutôt tendance à sortir le soir et à s'éclater le soir, et moi, en fait, le fait de travailler pour gagner ma vie, pendant qu'eux étaient en train de s'amuser, et ensuite le fait de les dégommer dans les matières, parce que j'avais vraiment la dalle et que je travaillais plus dur qu'eux, c'est quelque chose qui a été une véritable source de motivation, mais quand même, 6,50 € de l'heure, vous voyez l'idée, c'est vraiment le salaire de quelqu'un qui est tout à fait interchangeable. Donc c'est difficile de se représenter qu'on a de la valeur dans le monde du travail quand on a un salaire de 6,50 € de l'heure, et ça veut vraiment dire on peut te remplacer d'un moment à l'autre. J'ouvre une parenthèse, aujourd'hui je ferai jamais un truc comme ça, et je conseillerais pas à mes enfants de faire un truc comme ça, enfin peut-être voilà, faire des boulots un petit peu durs pour se confronter, je sais pas, un boulot de serveur, ce genre de choses, mais mes enfants, je vais plutôt les encourager à dès le début commencer à créer de la valeur dans un domaine où ils ont vraiment des compétences, et donc ça veut dire s'ils font des études supérieures, et j'essaierai de leur faire des études supérieures mais dans des disciplines qui sont véritablement utiles, peut-être techniques, je les conseillerais à créer un side business à côté autour de la création de contenu, parce que là ça permet dès le début en fait de commencer l'effet cumulé sur le domaine où on a vraiment des choses à apporter aux autres. Donc je poursuis. Le premier job salarié que j'ai eu, c'était après mon master. Le master que j'ai fait, c'était un master en études européennes. Donc c'est un truc qui est assez généraliste. Ça veut dire que dedans, j'avais de l'histoire, de l'économie, j'avais du droit, j'avais de l'histoire, j'avais de la science politique, je sais pas si je l'ai dit, j'avais de la rhétorique, et c'est d'ailleurs parce que j'ai eu une rencontre intéressante avec une professeure qui enseignait cette discipline que j'ai ensuite fait une carrière de chercheur. Mais en tout cas, à l'issue de mon master, je voulais chercher un travail, et j'avais vraiment ce sentiment qu'on était une cohorte de gens, voilà, à peu près interchangeables, et tout le monde rêvait en fait d'un poste au Parlement européen, tout le monde rêvait d'un poste à la Commission européenne, donc ça veut dire que c'est des boulots publics, c'est quand même des boulots publics, et donc il y avait quand même ce sentiment qu'il y a quelques élus, et en fait si t'es élu, enfin t'as eu de la chance, et tu sens peut-être au fond de toi que c'est des boulots qui ne demandent pas véritablement de compétences, tiens toi t'as eu de la chance, tiens toi t'as pas eu de chance, etc. Mais on sait bien que entre celui auquel on donne le mandat et celui auquel on donne pas le mandat, il n'y a pas forcément une différence de compétences. Voilà, il y en a peut-être un qui est plus dégourdi, qui s'est fait un meilleur carnet d'adresses. Donc moi, j'étais pas quelqu'un qui avait du réseau, donc j'ai pas travaillé directement dans ces institutions-là, mais j'ai travaillé dans un think tank parce que autour de ces institutions européennes, il y avait différents petits organismes dont la fonction était de faire un travail de lobby, et ça peut être assez sain le lobby si vous voulez, parce que le lobby c'est quoi? Ça veut dire que tu es un organisme, cet organisme va être financé par des secteurs, donc par exemple vous allez avoir le secteur de l'automobile, le secteur de l'agriculture, le secteur de telle ou telle chose, et ces gens ont besoin de trouver des moyens de partager les problèmes propres à leur secteur avec ceux qui vont prendre les décisions. Donc c'est quand même important. C'est quand même important que quand vous avez un politicien qui en fait connaît pas grand chose, il a sa culture générale, il est capable de faire du discours, mais savoir quels sont les enjeux précis de tel ou tel secteur de l'économie et quel impact vont avoir les décisions qu'ils vont prendre, c'est important qu'il y ait un lien entre le politique et entre l'économique. Et un think tank, il a cette fonction. C'est-à-dire que moi j'étais envoyé au Parlement européen, je suivais la commission au commerce international, commission qui s'appelle la commission INTA, je faisais des comptes rendus sur certains sujets, et de temps en temps, enfin de façon régulière, le think tank organisait des réunions avec des gens donc qui finançaient le think tank, qui étaient abonnés au think tank, et différents intervenants qui venaient expliquer, en se nourrissant souvent du travail de récupération d'informations qu'on pouvait faire, en expliquant, bah voilà, il y a tel texte dans les tuyaux, et puis il y avait un va-et-vient comme ça entre, tiens, tel texte pour avoir tel impact, faudrait faire passer tel message, etc. C'est ce genre de choses, je vous passe les détails. Mais même quand on est dans un domaine comme ça, j'avais quand même beaucoup l'impression d'être un imposteur. Je travaillais beaucoup, j'essayais de faire des comptes rendus précis des commissions que je suivais, mais quand même j'étais assez jeune, j'étais assez naïf, et donc j'avais l'impression d'être tout à fait interchangeable. Petite pause sur ce parcours.
à quoi on touche, plus vous êtes généraliste, plus vous avez l'impression d'être interchangeable et plus le travail que vous avez, si vous avez un travail, vous avez l'impression que c'est un privilège. Et donc c'est quelque chose qui est assez malsain. Et donc encore une fois, l'antidote, c'est de se spécialiser le plus tôt possible et de faire le plus tôt possible un travail en rapport avec notre domaine de spécialisation. Bref, ça c'est la première expérience dans le monde professionnel que j'ai eue. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que par un mélange de travail et de chance, j'ai obtenu une bourse pour pouvoir faire une thèse dans mon domaine de cœur, à savoir la rhétorique. Je dis que c'est aussi du travail parce que ça veut dire que en même temps que j'étais en train d'apprendre un domaine que je connaissais assez peu et dans lequel j'avais beaucoup de choses à apprendre, à savoir c'est ce que je faisais dans le think tank, à savoir quelque chose à la croisée de l'économique, du législatif, du politique, je m'efforçais d'écrire des articles académiques dans le domaine de la rhétorique pour pouvoir publier des articles dans des revues à comité de lecture et pour avoir un dossier suffisamment intéressant pour obtenir une bourse pour faire ma thèse. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était très éloigné quand même de ce que je faisais pendant la journée. Et donc pendant la journée, je faisais mon travail pour ce think tank et le soir et les week-ends, j'essayais de faire grossir mon CV académique. Les choses se goupillent bien et au bout d'un an, j'ai une bourse de thèse. Quand vous avez une bourse de thèse et quand vous avez chercheur, c'est pareil. Vous sentez bien au fond de vous que dans ce domaine des sciences humaines, il y a quand même pas mal de gens qui pourraient faire ce que vous faites. Il y a pas mal de gens qui pourraient avoir cette chance et ce plaisir d'être payés pour digérer des connaissances, pour faire des expériences, pour tester des choses. C'est un travail qui est difficile, hein, si on le fait bien, c'est un travail qui est exigeant. Et au bout d'un moment, on peut effectivement faire des choses qui sont assez belles et utiles. Mais vous avez tellement de gens qui sont en compétition pour pouvoir obtenir les postes que il y a forcément des gens qui obtiennent pas le poste et qui sont pas tellement moins bons que la personne qui a obtenu le poste. Donc à ce stade, je traînais encore ce sentiment de pas être finalement absolument indispensable et que le mandat qu'on m'avait confié, la bourse qu'on m'avait confiée, c'était quand même quelque chose comme un privilège. Et donc tout au long de ma carrière de chercheur, j'ai traîné ça. Parce que ma carrière de chercheur, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse, j'ai bien bossé, hein, honnêtement, j'ai publié beaucoup d'articles, j'ai fait les conférences qui allaient bien, j'étais quelqu'un de très sérieux, assez solitaire aussi, donc ça veut dire que je passais beaucoup de temps à travailler, je faisais des journées très longues parce qu'en plus j'étais passionné, c'est-à-dire que j'arrivais à l'université avant tout le monde et je repartais, je me rappelle, je devais appuyer sur un petit bouton pour sortir du bâtiment pour pouvoir contacter la sécurité, des fois il était 10h du soir et les gens m'ouvraient parce que évidemment tous les bâtiments étaient fermés. Et j'adorais ça en fait. Je mangeais des pâtes, je mangeais des ramen, vraiment le truc d'étudiant. Et je passais des journées d'à peu près 8h à 10h du soir à travailler, à produire. Je pense que je faisais du bon travail, mais aujourd'hui je serais beaucoup plus efficace que ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur la productivité. On peut passer beaucoup de temps en fait à se perdre dans des lectures. Et c'est un des pièges quand vous êtes chercheur, c'est que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de temps, vous avez un mandat, donc c'est-à-dire que vous devez rendre votre thèse au bout de 4 ans, et vous pouvez vous dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est long, l'étendue de temps que j'ai devant moi ». Le temps, c'est un liquide. C'est un peu quelque chose comme un liquide, c'est-à-dire que plus vous avez un contenant qui est grand, plus ça se répand. Et donc une bonne manière de gérer le temps, c'est de mettre plein de petits compartiments. Et ça, je l'ai appris au cours de mon travail de recherche, c'est tu fais un petit peu de lecture, ensuite tu fais un petit peu de production, ensuite tu avances sur tel dossier, ensuite tu fais un petit peu d'appel d'offres, enfin tout ce genre de choses. Il faut compartimenter le temps pour pouvoir accomplir plus, sinon ça se répand et on met beaucoup trop de temps à faire les tâches. Donc je termine ma thèse, je la publie chez un bon éditeur, ensuite je décroche un post-doctorat pour aller à Oxford et de retour d'Oxford, patatras, je me retrouve dans une situation qui est un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'en allant à Oxford, je sais pas pourquoi, j'ai jamais rien compris, c'est pas mon métier, j'avais plus le droit au chômage en rentrant en Belgique, très bizarre en fait, j'avais envoyé un formulaire à tel moment, j'aurais eu le droit au chômage, enfin en tout cas, bref, je retourne en Belgique et je me retrouve sans travail et sans droit à aucune aide sociale d'aucune sorte. J'avais un petit peu d'argent de côté parce que je suis quelqu'un d'assez économe, donc ça s'est bien passé. Oui, par ailleurs, à cette époque-là, j'avais pas commencé à investir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai une approche de l'investissement un peu comme une protection. Investir, c'est quelque chose, je sens que ça me protège. À l'époque, je savais pas que ça existait. Je pensais que la seule manière de se créer quelque chose comme un revenu passif, c'est d'avoir un appartement
et j'avais pas à l'époque de capital pour pouvoir avoir un appartement. Donc bref, je me retrouve vraiment sans rien, sans filet de sécurité, et j'ai dû recommencer à prendre des petits boulots. J'ai cumulé plusieurs contrats ici ou là pour avoir de quoi subsister. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir redéposer un dossier et pour avoir un nouveau contrat à l'université, ce que j'ai obtenu. Mais le fait de me retrouver dans cette situation, à savoir t'as pas de contrat, personne ne veut de toi, t'es à peu près interchangeable sur le marché du travail et t'as pas le droit à des aides sociales d'aucune sorte, là j'ai commencé à me dire plus jamais mon gars. Plus jamais tu te retrouves dans une situation de ce type. Si bien que quand j'ai commencé à faire mon post-doctorat, j'ai toujours gardé en ligne de mire ces 3 ans de contrat que tu as maintenant pour que tu continues à l'université ou que tu continues quelque part d'autre ailleurs, tu ne te retrouves plus jamais dans une situation où tu n'as rien. Donc ça veut dire que dans la manière dont j'ai pensé mon projet de recherche, et là je pense que j'ai été assez malin, mon projet de recherche ça consistait à tester des exercices de rhétorique. Donc je prenais des exercices de rhétorique et l'objectif c'était de voir quelles compétences ils permettaient de développer et comment savoir s'ils étaient efficaces. Et plutôt que de faire des expériences classiques avec des étudiants, ce genre de choses qu'on fait habituellement à l'université, j'ai dit que j'avais besoin de le faire auprès de travailleurs, que j'avais besoin de diffuser mes exercices de rhétorique et de les pratiquer avec des professeurs qui avaient des élèves et donc qui pourraient effectivement les utiliser et me faire des retours sur leur utilisation. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à déposer des appels d'offres pour pouvoir donner des formations dans un organisme de formation continue. Et donc c'est là que j'ai commencé à avoir cette nouvelle corde à mon arc, c'est-à-dire que je savais rédiger un appel d'offres et donc j'ai certaines de mes propositions qui ont été acceptées par certains organismes de formation professionnelle, si bien que j'avais d'un côté mon salaire de chercheur à l'université et de l'autre côté je commençais à avoir une autre ligne de revenus. Une autre ligne de revenus d'argent que j'avais réussi à décrocher en répondant à des appels d'offres et donc en étant sélectionné pour le coup sur un projet. Et là, on commençait à avoir un système également où les gens évaluaient les formations, évaluaient le travail qui avait été accompli et j'avais souvent de très bonnes évaluations et donc ça voulait dire que pour le coup, je commençais à comprendre que j'avais une compétence qui était monétisable et appréciée du public. Et c'est là que ça a tout changé. C'est quand on commence à produire des choses, à apporter des choses au marché, que ces choses sont validées par le marché, acceptées par le marché, le fait de commencer à avoir une boucle de ce genre-là, c'est là qu'on réalise où est notre valeur. Donc tout ça pour dire que si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas tellement quelle est votre valeur, il faut créer des produits, essayer de les vendre. Il faut créer des produits, essayer de les vendre. C'est des choses dont on parle notamment sur la page Patreon et vous avez le lien pour rejoindre la page Patreon sous cette vidéo et sous l'épisode du podcast si vous écoutez ça en podcast. Et vous avez une série de contenus sur cette page Patreon qui s'appelle Entreprendre plus pour investir plus et je vous montre comment on peut développer un side business. Mais pour moi, il faut faire ça très tôt. Très tôt dans votre parcours, même si vous êtes employé, il faut commencer à développer un side business et trouver une manière de vendre des produits liés à une compétence que vous avez. C'est comme ça qu'on gagne sa liberté, c'est en étant capable de vendre des choses qu'on produit. Et donc le fait de réaliser que c'était possible d'avoir plusieurs sources de revenus, ça a tout changé. Et j'ai vraiment eu ce déclic du type, mais en fait, t'es pas obligé de quémander pour avoir un job. Tu peux créer un job. Et ça a été vraiment une véritable révolution. La révolution suivante, c'est quand j'ai commencé à créer du contenu. Je vous épargne tous les trucs de ma transition du monde de la recherche vers le monde de l'entrepreneuriat. C'est des choses, j'ai l'impression d'en avoir tellement parlé que j'ai peur que ça vous saoule et moi ça me fatigue d'en reparler. Mais donc il y a eu une transition du monde de l'université vers le monde de l'entrepreneuriat et ce qui a tout changé et ce qui a tout déclenché, c'est que j'ai commencé à créer du contenu. Parce que quand vous commencez à créer du contenu, il y a un moment où vous allez être choisi pour ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de coaching que j'ai donné, il y a pas mal de séminaires que j'ai donné parce que des gens sont venus me voir et m'ont dit ce que tu as dit dans tel ou tel contenu, ça a résonné avec moi et c'est avec toi que j'ai envie de travailler. Et quand quelqu'un vient vous trouver en vous disant c'est avec toi que j'ai envie de travailler, ça veut dire qu'on a un certain pouvoir de négociation. Ça veut dire que les gens ont perçu de la valeur en nous et ça veut dire qu'on peut fixer un prix qui est intéressant, un prix pour lequel on est content de travailler et on va être motivé à faire du bon travail sans avoir l'impression que c'est un privilège, en ayant l'impression que c'est une transaction équitable. Vous apportez de la valeur,
on vous paye le juste prix pour ça. Et donc pour moi, un bon parcours professionnel, une bonne évolution professionnelle, c'est parvenir à dépasser ce stade où on se dit, en fait c'est un privilège qu'on me fait. C'est un privilège qu'on fait de me donner un travail. Quand on a cette sensation, et donc moi je l'ai eu, peut-être que j'extrapole, que c'est quelque chose qui est assez propre à moi, peut-être que j'ai longtemps eu pas assez confiance en moi, mais je pense que c'est des choses qui peuvent quand même faire écho à certaines personnes. Si vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression que le salaire que vous avez, que le travail que vous faites, c'est un privilège qu'on vous a accordé, c'est peut-être que vous êtes trop généraliste. C'est peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre zone de génie, et c'est peut-être que vous avez intérêt d'urgence à vous demander si je devais créer quelque chose qui ressemble un peu à une boutique en ligne, si je devais, quelque chose qui ressemble à une petite échoppe, quel produit je pourrais mettre dedans, quel produit les gens seraient prêts à acheter. Et quand je dis produit, c'est pas forcément faire, j'en sais rien moi, faire du tricot ou des légumes, ça peut être des produits intellectuels, ça peut être des services. Donc je pense qu'il faut se demander ça le plus tôt possible, parce que plus tôt on est capable d'apporter des choses au marché et d'avoir cette boucle, je produis quelque chose, les gens l'achètent, j'ai un feedback de clients contents, et plus rapidement on peut réaliser quelle est notre vraie valeur. Et par ailleurs, l'autre chose qui permet de sortir de ce syndrome où on se dit finalement je mérite pas ma place, je mérite pas où je suis, c'est une faveur qu'on m'a accordée, c'est de commencer à créer du contenu. Commencer à créer du contenu dans un sujet où vous pouvez apporter véritablement des choses aux autres, et dans ce cas-là, c'est les autres qui vont vous choisir. Vous n'aurez pas l'impression de quémander pour qu'on vous paye. Des gens seront très heureux de le faire parce que vous aurez, au fur et à mesure de votre parcours, diffusé des choses qui résonnent avec eux. Voilà donc pour ce 3e épisode du format fructueux. Si vous avez envie de venir discuter avec moi parce que vous pensez que vous avez des choses intéressantes à apporter sur ces 3 questions, comment tu as gagné de l'argent, comment tu as commencé à investir et comment tu investis aujourd'hui, vous n'hésitez pas, vous me contactez, vous m'envoyez un message, que ce soit sur YouTube ou vous vous débrouillez, en fait, vous pouvez me parler sur Telegram, enfin il y a plein de manières dont vous pouvez me rejoindre. Et on en discute. Moi, ça peut être sympa si vous avez des accomplissements, des choses que vous voulez diffuser, que vous voulez partager. Ce podcast, c'est également un lieu où ça peut se faire. Soutenez ce podcast, ça m'aide beaucoup. Mettez des étoiles, mettez des commentaires, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et je termine en insistant sur le fait qu'une grande partie de la liberté que vous allez pouvoir conquérir est liée au fait que vous commenciez à investir. Vraiment, hein, le fait de commencer à avoir du revenu passif qui arrive, c'est quelque chose qui permet de se relaxer. Voilà, il y a une partie de l'argent qui arrive d'ici. Ça permet de multiplier les sources de revenus et de moins être dans l'urgence. C'est cette situation où on n'a vraiment aucune source de revenus que j'ai vécu. Je le souhaite à personne. Il faut se créer un maximum de filets de sécurité et l'investissement en est un. Je sais que ça peut sembler bizarre quand je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui associent l'investissement au risque. Moi, j'associe vraiment l'investissement à la sécurité, et pour investir, vous savez que vous avez le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et c'est un lien affilié qui vous permet de bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés. Et si vous voulez plus de contenu, du contenu sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat, ça se passe sur la page Patreon, et vous avez également le lien sous la vidéo que vous regardez ou sous le podcast que vous écoutez. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.